fonctionne n'est pas vraiment une surprise. Mais vous avez quand même la chance de participer à un atelier particulièrement marquant de ce sommet. Tous les ateliers sont marquants. Mais cet atelier, alors je suis obligé de vous confesser que c'était un peu l'atelier pour se faire plaisir. C'est l'atelier qui fait écho à ce qu'on s'est dit ce matin sur la question du narratif aujourd'hui face aux enjeux d'adaptation, croisés évidemment, on en a parlé ce matin, avec les enjeux d'atténuation. Et donc, nous avons invité pour cet atelier, parmi les animateurs du débat climat les plus célèbres en France, donc, dans l'ordre de leur présence sur scène, donc vous avez Christophe Béchu, climatologue, directeur de recherche du CNRS au CERFAC, co-auteur du 6e rapport du GIEC. À côté de lui, Virginie Schwartz, la PDG de Météo France. Ensuite, vous avez Bettina Laville, présidente du comité 21. Et puis, vous l'avez déjà entendu ce matin, c'était très intéressant, Jean-François Soussana, qui est aujourd'hui le président du Haut Conseil pour le climat. Alors, si vous regardez les manquants, c'est qu'ils ne pouvaient absolument pas venir. Donc, j'ai les mots d'excuse de Jean Jouzel, le président d'honneur de Climate Change, mais qui était vraiment pris de longue date sur un autre événement. Et jusqu'à la semaine dernière, on était encore en contact avec Valérie Masson-Delmotte, mais qui n'a pas pu, au final, se libérer. Et il manque par rapport au papier que vous avez, François Gémen, qui vient d'arriver à la gare, qui a sauté dans un véhicule ou une trottinette et qui va nous rejoindre incessamment sous peu. Le but de cet atelier, c'est d'essayer, et on vous donnera aussi la parole, c'est d'essayer de comprendre comment aujourd'hui nous marions différents discours, différents enjeux, et comment nous continuons de sortir. Vous avez bien compris que c'était un peu le thème de ce Climate Change, d'un discours qui était très focalisé. J'ai fait ça moi aussi comme les autres pendant très longtemps, autour de l'atténuation du cadre de l'accord de Paris. L'accord de Paris, si vous ne le connaissez peut-être pas dans le détail, prévoit que tous les 5 ans, les pays se rencontrent pour mettre sur la table leur niveau d'engagement. Et la dernière fois où cette rencontre a lieu dans le cadre de la COP, c'était à Glasgow. La COP de Glasgow, c'était une COP où justement les pays arrivaient avec leurs nouveaux engagements. Quand on a eu les engagements des pays à Glasgow, l'Europe avec sa neutralité carbone 2050, la Chine 2060, un certain nombre de pays pétroliers qui faisaient aussi des engagements sur la baisse de leur intensité carbone, les scientifiques, ceux qui sont là ou d'autres, ont fait le calcul. Et ce calcul-là amène la planète sur une trajectoire plus 3 degrés, ce qui donne, c'est toujours les scientifiques qui parlent, à l'échelle de la France et de l'Europe, on l'a dit ce matin, déjà souligné, aux alentours de 4 degrés. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dire il faut s'adapter à plus 4 degrés, c'est tout simplement appliquer ce que les scientifiques nous disent de ce qu'ils connaissent des engagements des États. À partir de là, quel discours tenir ? Est-ce que c'est un discours qui est de dire « Oh là là, à plus 4, ça va faire quand même très très mal, faudrait voir à essayer de faire mieux », sauf que vous avez une communication de l'Inde cette semaine pour dire fièrement « Nous avons battu notre record d'extraction de charbon ». Nous avons la France, c'est les chiffres du CITEPA de la semaine, qui fait un petit moins 1,8% de réduction d'émissions, ce qui veut dire que même actuellement, crédibiliser le plus 3 degrés, c'est-à-dire crédibiliser les engagements qui sont sur la table, est déjà une première difficulté. C'est pratique, le plus 3 degrés est quasiment aujourd'hui un objectif optimiste de stabilisation des températures mondiales dans la deuxième partie du XXIe siècle. Ils font déjà
des grimaces, c'est bon signe, ça veut dire que je suis assez juste dans ma présentation. Donc on a cette difficulté-là, et pour introduire le débat, je vous propose de partir du témoignage de Christophe Béchu, ministre de la transition écologique au moment où le plus 4 degrés devient mis au débat par la France dans la préparation du PNAC. Évidemment, c'est Agnès Pannier-Runacher qui a fini le travail et fait adopter définitivement le PNAC qu'on a présenté le mois dernier. Mais Christophe Béchu donc, assume ce plus 4 degrés qu'un certain nombre de scientifiques avaient mis sur la table, notamment Cassou, Christophe, ici présent. On s'en rappelle tous les deux, on était ensemble à la Cour des comptes, et avec un magnifique, c'est lui qui avait amené la diapositive, plus 4 degrés. Et donc la Cour des comptes, tout le monde avait noté plus 4 degrés. Et donc Christophe Béchu assume de dire, vu que les scientifiques nous disent qu'on va directement là, il faut que le plan national d'adaptation au changement climatique parte de ce que nous disent les scientifiques. Donc je vous propose d'écouter en introduction Christophe Béchu qui nous raconte justement la manière dont a été reçu son choix de prendre le plus 4 degrés. Mesdames et messieurs, c'est peu de dire que je regrette de ne pas être avec vous à Marseille. J'aurais adoré participer à ce Climate Change Europe-Afrique. D'abord parce que, surtout dans les fracas du monde tels que nous les connaissons aujourd'hui, avec les incertitudes géopolitiques, renforcer les liens entre l'Europe et l'Afrique n'a sans doute jamais été aussi important. Mais aussi, bien sûr, parce que, au cœur de vos rencontres, il y a un thème majeur qui est celui de l'adaptation. Avant d'aller plus loin, mais ça fait une parfaite transition, je veux saluer Ronan Dantec, le sénateur, le président de toutes ces initiatives. D'abord en le saluant pour la place qu'il prend sur ces sujets, mais aussi pour sa capacité à transcender les clivages et à faire en sorte que, sur les sujets d'écologie, on soit capable de mettre de côté nos étiquettes ou nos dossards pour mesurer ce qui nous rassemble. Et pour mesurer à quel point le sujet, ce n'est pas de savoir qui marque le but. Je le dis volontiers à Marseille, mais c'est de savoir comment on protège le terrain. Et de ce point de vue, vous voir parler d'adaptation, je le vis avec beaucoup de satisfaction, avec émotion, puis avec un brin de nostalgie. Parce qu'il y a 3 ou 4 ans, un sommet comme celui-là n'aurait certainement pas pu se tenir dans les conditions où il va se tenir. Pour avoir été le Premier ministre de l'écologie à parler de la nécessité d'adaptation, je me souviens de la volée, je pense que le mot n'est pas trop fort, qui a pu accompagner ces déclarations en considérant que prétendre qu'il fallait qu'on s'adapte à une France à plus 2, plus 3, plus 4 degrés, ça voulait dire qu'on désertait, qu'on renonçait, qu'on n'avait pas d'ambition écologique, qu'on ne croyait pas à ce qu'on faisait. Des aberrations telles, enrobées d'une espèce de pureté ou de démagogie écologique qui, heureusement, n'ont pas résisté ni au constat des scientifiques, ni aux travaux qui ont pu être conduits par Météo France et par des panels d'experts pour arriver à ce PNAC, ce plan national d'adaptation au changement climatique, qui a été élaboré quand j'étais à Roquelaure et qui a été présenté après avoir été peaufiné par Agnès Pannier-Runacher, la ministre que je salue avec amitié. 4 degrés, j'ai lâché le chiffre. Dire 4 degrés, c'est sortir du déni. D'abord, c'est assumer le fait que le monde n'est pas sur la trajectoire de tenir l'accord de Paris et nous venons de franchir cette ligne pour la première fois. C'est ensuite insister sur le fait qu'on ne peut pas seulement se préoccuper d'atténuation en pensant qu'on pourra éviter un réchauffement qui est déjà là. Et c'est mesurer que nos populations, en Europe, mais aussi en Afrique, sont déjà vulnérables aux sécheresses accrues, aux épisodes de pluie intenses, au dérèglement du climat qui peuvent à la fois impacter la faune, la flore, les humains que nous sommes et fragiliser la vie sous toutes ses formes. Regarder ces sujets en face, se demander comment nous pouvons faire alliance pour échanger des bonnes pratiques, pour regarder comment, au moment où nous avons à bâtir un nouveau mode d'habiter et d'aménager nos territoires, nous pouvons nous rendre riches de nos expériences, c'est un défi qui est colossal et qui méritait bien ce climate change. Et pour qu'on se comprenne bien, j'ai été heureux d'enregistrer ces quelques mots
en m'adressant à vous comme ancien ministre, mais je le fais comme actuel maire d'Angers, une des villes reconnues, validées par l'Union européenne pour leur recherche de cette neutralité carbone et engagée dans ce processus de résilience. On n'est qu'une centaine à l'échelle européenne. Comme un clin d'œil, Marseille et Angers font partie de ce panel. En vous saluant, tous et toutes, je pense à vous, je pense aux défis qui nous attendent collectivement et au fait que vos rencontres, vos échanges seront inspirants pour tous ceux qui n'y assisteront pas. Merci pour cette mobilisation et je vous dis à bientôt. Vous pouvez applaudir le ministre. Mesdames et messieurs. Voilà donc ce témoignage de l'ancien ministre de la Transition écologique qui dit bien aller au +4, c'était quand même briser peut-être notre confort de narratif. Alors, première question pour Virginie Schwartz. Vous l'avez certainement vu il y a quelques jours, Le Monde a fait quasiment un numéro spécial sur la dernière étude de Météo France. La France a +4 degrés. Et donc, Virginie, c'est pour faire l'introduction, parce que ça ne va pas être le plus compliqué. Ça va venir après. Météo France a effectivement présenté les choses de manière un peu clinique. Mais en affinant vos prévisions, est-ce que vous êtes posé des questions sur le fait de dire, voilà, ça va trop loin, ou à l'inverse, ah bon, ça ne va pas plus loin que ça? Est-ce que vous avez réfléchi en présentant cette étude qui a eu un certain impact et qui était une commande de l'État, c'est pas une commande dans le cadre de la mobilisation autour du +4 degrés qui avait été mise en place, il me semblait, mais peu importe. En tout cas, comment vous-même vous avez abordé cette étude et sa communication? Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors d'abord, nous, notre rôle, c'est pas de faire de la communication. Notre rôle, c'est d'apporter des données scientifiques et de les accompagner, de les présenter, de les expliquer au public. On voit bien que sur tous ces sujets, on est un peu sur un fil. D'un côté, on sait bien que faire peur, ça peut être paralysant, ça peut conduire au déni, ça peut conduire à des extrêmes. D'un autre côté, oui, les perspectives que l'on présente dans l'hypothèse d'une France à +4 degrés sont pas très radieuses. Bon. Donc, et ce fil qu'on essaye de trouver, pour nous, il tourne autour de deux idées. D'abord, ne pas opposer atténuation et adaptation. Plusieurs personnes l'ont dit depuis ce matin. On a absolument besoin de continuer toutes les actions d'atténuation possibles et donc de continuer à réduire nos émissions. Et notamment, mais aussi, les deux sont liés parce que ce sera d'autant moins difficile de s'adapter qu'on aura réussi à atténuer un peu les émissions. Et on sait qu'il y a des seuils au-delà duquel l'adaptation devient plus vraiment de l'adaptation. Enfin, ça devient de la transformation tellement forte de nos modes de vie et de nos économies que ça devient difficile. Voilà. Donc nous, la clé finalement pour sortir de cette peut-être apparente opposition entre les deux, c'est d'abord l'action. C'est orienter nos données et tous nos résultats dans une idée qu'elles doivent aider à l'action, qu'elles doivent aider à mener des politiques. On l'a fait finalement pendant longtemps sur l'atténuation, quand on était là surtout pour effectivement montrer le changement climatique, montrer à quel point il était déjà là et à quel point il allait être fort demain. Et puis on le fait aujourd'hui sur l'adaptation et fournir les données d'une manière qui permet de passer à l'acte. Pour nous, ça veut vraiment dire finalement transformer un peu notre métier, parce que c'est d'abord donner des données à l'échelle des territoires, à très fine échelle. Quand vous êtes maire d'Angers, vous avez envie de savoir ce qui va se passer à Angers. Vous n'avez pas envie, ça ne vous apporte rien finalement de savoir quelle va être la moyenne à l'échelle nationale en France. On sait bien que les effets du changement climatique, que les vulnérabilités des territoires ne sont pas du tout homogènes et que donc on a vraiment besoin de regarder à fine échelle.
C'est pour ça qu'on a maintenant, depuis quelques années, des projections à fine échelle sur la métropole. Mais c'est aussi pour ça, ça a été évoqué par Sophie Mourlon ce matin, qu'on travaille aujourd'hui sur le fait d'avoir le même genre de données dans les Outre-mer. Et d'ici la fin de cette année 2025, on produira pour les principaux territoires ultramarins français des données de projection climatique à fine échelle, donc vraiment à l'échelle à laquelle on peut agir. La deuxième chose pour que nos données soient utiles pour l'action, c'est qu'il ne faut pas qu'on se contente de parler de météo. Il ne faut pas qu'on se contente de parler de nos données atmosphériques, climatiques, techniques. Il faut qu'on aille vers les impacts, qu'on puisse faire comprendre ce que sont les conséquences. Voilà, ce n'est pas une augmentation, une baisse de précipitation, par exemple, et une augmentation de température. Ce n'est pas seulement des données atmosphériques, c'est aussi plusieurs mois de sécheresse des sols en plus, et donc, par exemple, des conséquences très profondes pour le secteur agricole et la nécessité de changer le type de culture ou le type de pratique agricole. Et ça, évidemment, on ne peut pas le faire tout seul. C'est parce que ça dépasse effectivement la connaissance des phénomènes atmosphériques. Et donc, on doit le faire avec d'autres opérateurs publics, avec d'autres scientifiques dans plein de domaines d'activité. Et puis avec les secteurs économiques qui sont concernés, parfois avec les territoires qui sont concernés. Et c'est pour ça, je pense, que le PNAC nous a donné une mission qui est celle de construire ce qu'on appelle un portail national des impacts. Donc finalement, regrouper en un seul lieu toutes ces données sur les impacts qui permettent, quand on est une entreprise, une collectivité, un service de l'État, une ONG, de regarder concrètement ce que le changement climatique va vouloir dire à l'échelle de ses propres problématiques, de l'endroit où on est implanté, du type d'activité qu'on a. Et puis la troisième chose qu'on pense devoir faire pour que nos données, nos résultats scientifiques soient utiles, c'est les simplifier. Le monde de la modélisation climatique est un monde très riche. C'est aussi un monde un peu compliqué. Voilà, on a des tas de modèles, d'hypothèses, de références, de scénarios, d'incertitudes. Donc ça fait longtemps que nos données scientifiques, elles sont disponibles pour tout un chacun sur un portail qui s'appelle DRIAS. Mais on voyait bien que finalement, on avait quand même surtout un public un peu spécialisé et qu'on n'arrivait pas à toucher un public de non-spécialistes et donc à aider à ces non-spécialistes à s'emparer du sujet, à s'emparer de nos données. Et donc, on a maintenant, depuis 3 ans, une politique de développement de services climatiques qui sont destinés à faciliter cette utilisation de nos données, à les vulgariser. Alors, il y en a un en particulier qui s'appelle Climadiag Commune, dont Ronan Dantec est le parrain, je peux dire ça, avec moi, et qui est fait pour donner à l'échelle des territoires, très simplement, vous allez sur le site de Météo France, vous tapez le nom de votre commune et vous avez immédiatement, gratuitement, un diagnostic sur une vingtaine d'indicateurs principaux sur ce qui se passerait, ce qui pourrait se passer sur votre territoire aux différentes échelles de la TRAC, voilà, en comparaison avec aujourd'hui. Combien de jours de sécheresse de sol en plus, combien de jours de risque d'incendie en plus, quel type de température, voilà, tout ça pour permettre l'intégration dans les politiques, dans les décisions qui vont être prises, puisque, et je vais peut-être finir par ça, à notre sens, il y a vraiment quelque chose qui est indispensable dans cette idée de promouvoir l'adaptation au changement climatique, c'est en fait l'idée de se donner du temps. On espère tous qu'on ne sera jamais à 4 degrés, à plus 4 degrés. On espère tous qu'on va rester dans le cadre de l'accord de Paris. Mais comme on n'est pas tout seul sur la planète, on n'en est pas complètement sûr. Et donc, enfin, on est presque
plus sûr de l'inverse. C'est-à-dire, là, je sens disons qu'il y a des chances qu'on n'y soit pas. Comme une manière d'édulcorer le discours. Je suis là pour traquer un peu le politiquement correct dans les phrases. Mais aujourd'hui, la trajectoire de continuité, effectivement, c'est qu'on ne respecte pas l'accord de Paris. C'est ce que tu as dit en introduction. Donc voilà. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne continue pas à faire tous les efforts possibles pour y être, mais ça veut dire qu'effectivement, on risque de ne pas y être. Et donc, on se prépare. Et cette préparation, cette adaptation, elle sera d'autant moins difficile qu'on l'anticipe. Et encore une fois, il ne faut pas minimiser les efforts. Ce ne sera pas que de l'incrémental, ce sera de la transformation. Mais les transformations, ça nécessite du temps pour être fait. Et ça veut dire en particulier que toute décision d'investissement, toute décision de politique publique qui est prise aujourd'hui devrait être prise en ayant en tête le fait que à l'horizon 2100, on risque d'avoir ces plus 4 degrés et toutes les conséquences qui vont avec. À l'horizon 2050, de toute façon, on est déjà à peu près sûr. Voilà, on ne peut plus rien changer. Les plus 2,7 degrés de la traque, ils sont déjà quasiment acquis. Et donc ça, s'adapter aux conséquences du 2,7 degrés, c'est juste du bon sens, j'ai envie de dire, puisqu'on sait que c'est ce qui va arriver. Mais à l'horizon 2100, on a encore de l'incertitude, mais c'est une forme d'assurance. On se prépare à ce scénario qui est peut-être le scénario tendanciel aujourd'hui, effectivement, mais dont on espère toujours un petit peu que peut-être il ne se réalise pas. Mais est-ce qu'il ne faut pas arrêter, justement, avec cette pudeur de discours, puisque ce qu'on sait des dynamiques, notamment des grands pays émergents, si on a mis la Chine de côté, c'est qu'effectivement, on finira peut-être à 2,9 ou à 3,2 ou à 2,8, mais au niveau mondial, et probablement avant 2100, puisque le 2100, c'est une moyenne. Ça veut dire que les premières années à plus 3 sont avant. C'est un horizon. C'est un horizon. Et parce que dans ce que tu as dit, il y avait quand même nourrir l'action. Nourrir l'action, ça revient. C'est une vraie transition, ça tu l'as dit aussi beaucoup. Ce qui veut dire que, si je creuse le discours, c'est quand même un discours sur le fait de dire on peut y arriver. Ça va tanguer, mais on peut y arriver. On peut arriver à s'adapter ? Oui. En tout cas, on peut faire beaucoup de choses pour s'adapter, et ce serait criminel de ne pas le faire. Moi, je le dis plutôt dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui tous les éléments scientifiques beaucoup d'éléments scientifiques qui nous permettent de décrire ce que serait une France à plus 4 degrés. Prendre aujourd'hui des décisions en ignorant ces éléments, c'est effectivement se voiler la face par rapport à une réalité. Alors je crois qu'il ne faut pas être trop critique par rapport à tous les pays émergents qui ont quand même des trajectoires qui sont assez différenciées. Je veux dire, entre la trajectoire de la Chine et la trajectoire de l'Inde, c'est quand même très, très différent. Et il peut quand même se passer encore des choses d'ici 2100, donc il ne faut pas qu'on regarde juste l'instantanéité. Mais oui, on a la possibilité collectivement de faire beaucoup de choses pour s'adapter. Et en plus, beaucoup des choses qu'on peut faire pour s'adapter ont d'autres co-bénéfices. Au bénéfice des territoires, au bénéfice de la biodiversité. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous, on insiste vraiment sur le fait qu'effectivement, il faut engager ces actions dès maintenant. Merci, c'était très clair. On a la punchline, ça serait criminel de ne pas l'intégrer. Avant de passer la parole à Christophe Cassou, un document photographique qui n'est pas très vieux, il date d'hier. Eva, que je salue à la technique. Le voilà. C'est la gare Saint-Charles. C'est le moment où j'arrive à la gare Saint-Charles. Ce sont les panneaux publicitaires énergétivores de la gare Saint-Charles. Et c'est une publicité pour un livre. Et de la gare de Lyon. Et de la gare de Lyon. Là, ceux-là, je les avais. C'est à Saint-Charles en arrivant. Au début, j'ai cru que c'était une pub de la SNCF pour le Climate Change qui se déroulait le lendemain. Mais en y regardant de plus près, c'était pas si net. C'est un bouquin d'un nommé François Gervais, qui dit tout simplement « Tout ça, c'est des conneries.
On le met maintenant dans les climato-dénialistes. Mais ce qui est intéressant, c'est le début. Stop à l'anxiété climatique. Donc, résumé des épisodes précédents, dont on a été, pour beaucoup ici, des acteurs. Pour amener à une action forte sur la réduction des émissions dans un temps court, on a fait tout ce qu'on a pu quand même pour faire un peu peur, en disant ça va être très très grave si on ne stabilise pas le climat. Je ne crois pas nous caricaturer en disant ça. En faisant cela, alors ça n'a pas été sans conséquence, c'est-à-dire si on a aujourd'hui un horizon de stabilisation peut-être aux alentours des +3, quand on a commencé les COP, on allait droit vers un +6, +7, +8. Donc il ne faut pas dire que les COP ont été inutiles et que les mobilisations ont été inutiles. Mais de fait, on n'est pas arrivé au +2. Et qu'on a donc, dans ce monde anxiogène, des gens d'une sphère complotiste, populiste, pour ne pas utiliser d'autres mots, je ne connais pas totalement le garçon, mais enfin, il a un sacré pédigré sur Internet, on a regardé quand même, des gens qui surfent finalement sur cette anxiété climatique pour faire une offre politique qui est à l'inverse de l'effort à faire sur le climat. Ça, c'est un fait. Et il y a de toute évidence des soutiens derrière, parce que à partir du moment où on rentre dans ce niveau de canaux de promotion, c'est qu'il n'est pas publié à compte d'auteur. Donc ma question pour Christophe, avec qui on a fait depuis des années plein de choses, le train du climat, enfin, on a passé beaucoup de temps à expliquer aux citoyens français les enjeux du climat, c'est quand on voit ça, est-ce qu'on ne se dit pas on est peut-être en train de se planter sur notre discours, c'est-à-dire que si on veut finalement un effort sur le climat, il faut peut-être plutôt que de faire peur, rassurer sur le fait qu'on s'adapte. C'est-à-dire totalement renverser les choses en disant, finalement, ce n'est pas parce qu'on va rassurer qu'on va amener les gens à continuer leur effort de transition, notamment énergétique, et qu'on va finalement arriver à ce qu'on cherche, c'est la stabilisation du climat. Je reconnais que formulé comme ça, la question est claire, est un peu vache. Merci de cette question un peu vache. Moi, j'aurais une interprétation un peu différente de la tienne sur cette publicité-là qui est partout dans les gares de France. L'anxiété climatique ou la peur, elle n'est pas forcément dans les indicateurs qui sont fournis par Météo France ou autres, alors qu'elle devrait être là. Mais elle est plutôt sur le fait que c'est l'inaction politique qui conduit à la peur. C'est parce que les citoyens se rendent compte que les actions politiques n'ont pas été à la hauteur, contrairement à ce qui a été dit, qu'on s'en va vers ce 3 degrés. Donc je ne suis pas sûr qu'en disant qu'on va s'adapter à ce 4 degrés, on va rassurer les gens, parce qu'on va tomber, à mon avis, dans le même travers. Moi, je pense que, je dirais, il y a un devoir moral et un devoir éthique du scientifique aujourd'hui, qui est de dire que on est en pleine sortie de route. L'accord de Paris, on ne respectera pas l'accord de Paris, ça c'est bien clair. Où on va aller vers 2100, bon, peut-être plus 3 degrés, plus 4 degrés, mais en tout cas, on ne respectera pas l'accord de Paris. Donc il y a un devoir moral et éthique de le dire aujourd'hui, comme tu le fais. Mais je pense qu'il y a aussi un devoir moral et éthique de dire qu'on ne pourra pas s'adapter au changement climatique à plus 4 degrés en France sans casse. Du coup, ça vient à se demander quelle est la définition de l'adaptation. Comme tu l'as dit, une adaptation sans transformation, c'est une adaptation ratée. À plus 4 degrés, c'est une adaptation ratée. Et donc, je pense que c'est important d'être complètement honnête là-dessus aussi. C'est qu'il y a des limites dures à l'adaptation, en particulier en termes de biodiversité, qui vont faire que les rendements agricoles vont s'effondrer, qui vont créer une insécurité alimentaire forte, qui vont créer une insécurité sociale forte, avec des vulnérabilités, les communautés les plus vulnérables qui sont le plus impactées. Donc, il est absolument essentiel d'aller au-delà de ce que fait Météo France dans la documentation des aléas climatiques,
qui est absolument essentiel. Et il faut passer à ce qu'on appelle dans le risque climatique l'exposition et la vulnérabilité, c'est-à-dire traduire ces aléas jusqu'au bout de la chaîne. Mais je pense que vraiment, aujourd'hui, moi, je ne vois pas comment la France peut s'adapter à plus 4 degrés. Des températures à 50 de manière épisodique dans l'est de la France, 2 mois de sécheresse supplémentaire, des limites physiologiques de la végétation. Pour moi, il y a un très joli résumé de Météo France des impacts sur le document que vous avez fourni. Mais vivre à plus 4 degrés, moi je dirais survivre à plus 4 degrés. Parce que vraiment, on en est là. Alors, est-ce qu'il s'agit de faire peur ? Moi, je ne pense pas qu'il s'agit de faire peur. Il s'agit de t'es pas totalement rassurant quand même. Non, mais je pense que la traque, en fait, donc cette trajectoire à 4 degrés, elle interroge notre capacité à renoncer et à choisir. C'est-à-dire que s'adapter à plus 4 degrés, ça veut dire que dès maintenant, il faut qu'on discute dans un espace partagé, dans des espaces de délibération partagée, publique, transparente, etc., et avec de la confiance. Il faut qu'on discute de ce qu'on protège, ce que l'on veut protéger, ce que l'on veut sauver et ce que l'on veut abandonner, sacrifier. Et si l'adaptation, c'est ça, bah dans ce cas, oui, on peut s'adapter. Alors, peut-être un exemple de qu'est-ce que tu penses qui est sur la table en termes de sacrifice. Ce matin, il y a eu un exemple intéressant sur le tourisme et l'agriculture. Par exemple, tourisme et agriculture en Languedoc-Roussillon, si on prend les changements d'aléas climatiques, donc succession de sécheresses, diminution très forte de ressources en eau dans ces régions-là, il va falloir choisir entre le tourisme et l'agriculture. Privilégier le tourisme ou privilégier l'agriculture parce que la ressource en eau, elle est contrainte. Il va y avoir un partage des ressources. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut mettre ce débat-là au cœur des discussions, dès maintenant, parce que tout ça est très lent à se mettre en place. Et si on met si on place les discussions sur ce terrain-là, dans ce cas, on pourra accompagner un changement des modes de vie, changement de la société française à ce plus 4 degrés. Avec aussi l'idée que là, on est en train de discuter de la France à plus 4 degrés ou de l'Europe à plus 4 degrés, c'est plus que plus 4 degrés, l'Europe. Si la France est à plus 4 degrés, c'est plutôt plus 5 degrés. On est en train de discuter surtout sur la France, mais on considère la France comme un isolat aussi. C'est-à-dire toute chose égale par ailleurs dans le monde. La France sera à 4 degrés. Elle fera j'ai entendu que l'adaptation était locale, mais elle n'est pas forcément locale, à mon avis. La France toute seule à plus 4 degrés, et le monde n'a pas changé. Le monde aura complètement changé. Les insécurités seront plus grandes. Donc il faut aussi considérer ces dimensions-là dans l'adaptation au changement climatique. Et ce qui n'est pas présent, par exemple, dans le plan d'adaptation au changement climatique. La question je vois François qui vient juste d'arriver, la question des migrants climatiques à plus 4 degrés sera importante. Il faut l'adresser dès maintenant. Donc oui, on pourra peut-être s'adapter à ce plus 4 degrés, mais dans ce cas, il ne faut pas qu'on fasse non plus, nous, communauté scientifique, donner l'illusion qu'on pourra y arriver sans discussion profonde, transparente, et sans lucidité, honnêteté, courage, parce qu'il va en falloir, cohérence. Donc les politiques de yo-yo, c'est difficile, même dans un cas d'adaptation. Alors pour l'atténuation, c'est extrêmement compliqué, mais pour l'adaptation aussi. Et puis justice sociale et solidarité. Et je pense que si on n'a pas ces 5 ou 6 valeurs, je ne sais plus combien j'en ai énoncé, il faut être clair aussi, c'est un devoir moral et un devoir éthique, un devoir humaniste aussi de dire on n'y arrivera pas. Merci Christophe, c'était très clair. C'était très clair sur le fait que tu parles de transition radicale, je crois qu'on peut le dire comme ça, tu ne parles pas d'effondrement. Tu dis, il faut un débat collectif citoyen, c'est évident, vu le niveau de transition qui sont devant nous. Tu dis dans ce cas-là qu'il y a des choix énormes à faire en termes économiques et en termes de mode de vie, mais tu ne dis pas c'est un désastre obligatoire. C'est une transition radicale obligatoire. C'est une transition radicale obligatoire, et pour s'engager dans cette transition radicale obligatoire, il faut de l'honnêteté. Et aujourd'hui, dans les débats actuels, il n'y a pas d'honnêteté.
Ça, c'est très clair. Moi, j'étais surpris ce matin par les discours qui sont très bien. Hein, mais je me dis, mais pourquoi on n'y arrive pas ? Bon, on est un peu entre nous aussi. Hein. Oui, mais pourquoi on n'y là, arrive pas ? Pourquoi on n'y arrive pas ? Parce qu'en fait, tous les enjeux sont compris. Les discours ont bien présenté les défis. Pourquoi on n'y arrive pas ? Et il faut, à mon avis, il ne faut pas faire les mêmes bêtises que l'on a fait pour l'atténuation. C'est-à-dire, si on s'engage vraiment dans l'adaptation, il faut y aller de manière cohérente, de manière honnête et courageuse. Finalement, tu es presque rassurant. Je ne sais pas si je suis rassurant, mais en tout cas, je suis déterminé. Je pense qu'on ne peut pas être... Moi, on me pose souvent la question, est-ce que je suis optimiste ou je suis pessimiste ? Je pense qu'on n'a pas le choix. Et puis, il faut donner du sens à ce qu'on fait. Et donc, si on donne du sens à ce qu'on fait, on ne réfléchit pas sur le fait que c'est efficace ou inefficace, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui revient souvent. Est-ce que les actions qui sont prises ou nos communications sont efficaces ou pas efficaces ? Je pense qu'on ne peut pas en fait le déterminer. C'est très difficile. Il y a plusieurs facteurs. Donc, il faut être déterminé et puis avoir aussi un discours qui fait sens avec qui on est. Merci. Je vais demander à Eva de remettre la photo maintenant que François est arrivé. Donc, François Gémen, je ne sais pas si vous avez encore besoin qu'on vous le présente, chercheur, président du Conseil scientifique à la Fondation de la Nature et l'Homme, et lui aussi co-auteur du 6e rapport du GIEC. Limite, on vous laisse dans la salle. Pardon d'être arrivé en retard, j'ai raté un train à Lyon ce matin. Ouais. Mais tu es arrivé, et on te remet la photo. En fait, ce qui structure le débat cet après-midi, je te fais le résumé des épisodes précédents, c'est le dernier livre de François Gervais. C'est autour de lui qu'on structure le débat à ce stade. Ah oui, je vois la publicité qui s'affiche. Voilà. C'est-à-dire, notre question... C'est qui publie ça, l'Observatoire ? Ouais, et il a quelques moyens de promotion, toute évidence. Ça, c'est la gare Saint-Charles. Hier matin, je croyais que c'était une pub pour le sommet Climate Change. Et donc, on se posait la question de dire, pour mobiliser la société, y compris sur l'atténuation, y compris sur la réduction des émissions, est-ce qu'il faut rester sur ce qu'on a fait depuis très longtemps, qui était de dire, si on ne réduit pas nos émissions, ça va très très mal se passer. Donc on était quand même sur le fait plutôt de faire peur pour mobiliser et provoquer l'action, à faire presque l'inverse, c'est-à-dire à rassurer sur le fait qu'on peut s'adapter, et comme l'a dit très bien Christophe à l'instant, là tu l'as entendu, y compris sans masquer, ce sont des transitions radicales, pour justement sortir du piège de l'anxiété que d'autres utilisent pour d'autres offres politiques que nous ne partageons pas, et donc, et c'est un peu le sens de ce sommet Climate Change, est-ce qu'on est au moment de la bascule et d'un changement de narratif ? Tu as 5 minutes, Maxime. Merci, mais je n'aurai pas besoin de ces 5 minutes. Mon sentiment, effectivement, c'est que jusqu'ici, nous n'avons pas vraiment réfléchi au discours qu'il fallait porter et que donc il y a eu dans l'espace public toute une série de discours plus ou moins concurrents, toute une série d'imaginaires également plus ou moins concurrents, qui crée essentiellement de la confusion parmi les gens. Est-ce qu'il faut s'alarmer ? Est-ce qu'on va pouvoir y arriver ? Est-ce qu'il est déjà trop tard ? Est-ce qu'on va y arriver, etc. Et ça, évidemment, crée de la confusion. Il me semble que les deux axes dominants du discours qui ont été portés jusqu'ici, c'était soit un discours qui faisait appel aux valeurs morales, il faut le faire pour les générations futures, parce que c'est le sens de l'histoire, etc. Et donc nous avons le devoir moral en tant qu'humanité ou en tant que génération de le faire pour sauver le climat, pour sauver la planète, etc. Discours qui évidemment fait appel à des principes assez nobles, notamment des principes d'altruisme, les générations futures, les populations du Sud, mais qui est souvent perçu comme culpabilisant par des gens qui sont dans des situations plus précaires, par des gens qui ont moins de choix de consommation, qui sont forcés d'utiliser leur voiture pour se rendre au travail, etc. L'autre axe qui était dominant et qui était beaucoup promu notamment par les activistes, c'était le discours qui insistait sur les risques associés à l'inaction. Si on n'agit pas, voilà les catastrophes qui vont s'abattre. Si on n'agit pas, ça va coûter X milliards d'euros ou de dollars. Et je crois que le problème du discours qui insistait sur les risques associés à l'inaction, c'est que, bien entendu, ces risques sont réels, il ne s'agit pas de les minimiser, mais c'est que vous n'avez pas, en matière de physique du climat, une corrélation directe entre votre niveau d'émissions personnelles et les impacts du changement climatique auxquels vous serez vous-même personnellement exposé. Ce n'est pas comme en santé publique où vous pouvez dire « ne fumez pas parce que si vous fumez, vous allez être exposé à un risque accru de cancer du poumon ».
de vos poumons à vous, pas des poumons des générations futures ou des poumons des populations des pays du Sud. Or, on sait que la physique du climat impose à la fois un décalage dans le temps, mais aussi dans l'espace, entre notre niveau personnel d'émissions et les impacts du changement climatique auxquels nous serons personnellement confrontés. Et je crois qu'un discours qui était trop peu mobilisé jusqu'ici, c'est le discours qui insistait sur l'intérêt que nous avions à agir. Au fond, pourquoi est-ce qu'il est dans notre intérêt collectif d'agir? Et mon expérience, c'est que les gens ont tendance à adopter une solution si cette solution leur paraît intéressante. Une entreprise va changer de modèle d'affaires si son nouveau modèle d'affaires lui paraît intéressant. Un individu va changer de comportement de consommation s'il trouve davantage de satisfaction dans d'autres types de consommation. Et je crois qu'on n'a pas suffisamment insisté sur la question des bénéfices qui étaient associés à l'action. Et ça me paraît absolument fondamental si on veut réussir cette transition. Je donne juste un exemple récent, la question des ZFE. On a dit, voilà, il faut interdire l'accès des centres-villes aux voitures les plus polluantes et il faut le faire pour le climat. Sauf que les gens qui sont obligés d'utiliser leur voiture ne voient pas le bénéfice qu'eux vont pouvoir tirer. Pour eux, c'est effectivement une restriction. Si on avait dit, on va faire des ZFE pour faire baisser la pollution atmosphérique dans les villes, pour la santé de nos enfants, là, d'un coup, on avait des bénéfices tangibles qui permettaient de montrer ces bénéfices. Et je suis frappé que la question des ZFE ait été anglée uniquement sous l'angle climat et très peu sous l'angle santé publique, qui est un bénéfice plus tangible et plus immédiat. Ou peut-être santé publique de ceux qui sont dans les villes et pas de de ceux qui sont dans les villes. Alors il y a évidemment la question surtout aussi de l'accès des villes et la question comment on réfléchit la ville, pas seulement pour ceux qui habitent à l'intérieur, mais pour ceux qui l'utilisent. Et donc je crois que si, sur la question de l'adaptation, qui est quand même le thème de ce sujet, mais si on veut parvenir à réussir l'adaptation, il faut aussi la présenter comme une forme de projet. Y compris à partir de ce que Christophe a dit, et qui est très juste. Décidons collectivement de ce que nous allons conserver et de ce à quoi nous allons renoncer. De la même manière que lorsqu'on fait un budget avec de l'argent public, il faut choisir. On ne peut pas donner de l'argent partout. De la même manière, sur les questions d'adaptation, il faut dire, voilà, il y a des choses qui ne seront plus possibles, singulièrement en matière d'agriculture, en matière de tourisme également. Il y a d'autres, par contre, qui vont rester possibles à telle ou telle condition. Et c'est si on tient ce discours de vérité, je crois qu'on parvient à faire de l'adaptation une sorte de projet, alors qu'aujourd'hui, l'adaptation est vécue comme un discours de renoncement, de capitulation, de défaite et quelque part d'aveu d'échec de notre incapacité à faire baisser substantiellement, suffisamment les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, à mon avis, une vraie question est venue autour du discours, parce que si on présente la transition comme une contrainte, notamment fondée sur la peur ou l'anxiété liée à l'inaction, on va avoir effectivement toute une série de marchands de doute qui vont arriver soit avec des propositions éditoriales, je vais vous rassurer, n'ayez pas peur, soit avec des propositions politiques. Vous culpabilisez d'avoir une responsabilité sur le changement climatique, je vais vous offrir une indulgence, le changement climatique n'existe pas, votez pour moi, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec certains présidents des États-Unis. C'était très clair. Jean-François Soussana, qui s'est déjà exprimé ce matin sur le sujet un petit peu, donc pour qu'on ait le temps d'un débat avec la salle, et je vais aussi passer la parole à nos deux intervenantes, évidemment, ensuite. Juste peut-être une question autour de cette question du narratif et de ce qui vient d'être dit. Mais je suis en fait presque frustré parce que je pensais qu'il y aurait un niveau de désaccord plus important au niveau de ma table ronde. Et je les trouve finalement en train de converger, mais ce qui est aussi extrêmement intéressant, et c'est un peu le sens quand même des climate change, qu'on arrive à ces convergences. Est-ce que le débat, donc Jean-François, est-ce que le débat existe aussi au sein du Haut Conseil, autour de ce narratif, autour de ces différentes approches ? Non, c'est pas un débat au sein du Haut Conseil, mais je pense que c'est intéressant de reprendre quelques-uns des fils qu'on a évoqués. Je précise que je dois être le rapporteur de cette table ronde, donc je ne vais pas m'exprimer trop tout de même. Mais très rapidement, on a bien vu déjà qu'on avait cet accord de Paris qui était en difficulté. Et puis, il faut rappeler qu'il est vraiment en difficulté sur la tension des financements Nord-Sud. Enfin, tout le monde le sait, c'est très important. Et dans l'expression qui a été donnée,
Moi, j'espère tout de même que le renforcement des NDC, des engagements volontaires des pays, qui est inscrit dans l'accord de Paris, qui devrait se traduire pour la COP30 à Belém, c'est un mécanisme qui finira par fonctionner. Je ne sais pas s'il va fonctionner tout de suite, je suis d'accord, il y a plein de signes pour lesquels on peut être pessimiste, mais c'est tout de même la logique qui nous permettrait de dépasser, enfin d'aller en deçà du plus 3 degrés. Bon, bien sûr, on est en droit d'être pessimiste, je suis d'accord. Après, je voulais revenir très rapidement sur ce que François a indiqué, qui est important, très bien formulé, mais pour le rappeler, puisque je connais bien le secteur de l'agriculture, pour rappeler qu'il y a tout de même aussi une différence entre l'adaptation et l'atténuation, c'est que l'adaptation, au départ, ce sont des biens privés. Lorsque vous vous adaptez, vous pouvez espérer éviter des dommages économiques. Si vous êtes agriculteur, vous vous êtes adapté, vous n'avez pas une perte d'exploitation, etc. Et puis l'atténuation, au contraire, c'est un effort pour le collectif. C'est pour ça que les solutions positives pour l'adaptation, je pense qu'il y a beaucoup d'exemples, et donc c'est très intéressant de les creuser, même si malheureusement c'est souvent des choses incrémentales qui ne vont pas tenir dans la durée. Il faut éviter la maladaptation. Et s'agissant évidemment de l'angle atténuation, il y a une chose centrale, c'est que c'est très bien d'avoir des pistes pour l'atténuation, la décarbonation. Encore faut-il qu'elles soient pour tous. Elles ne sont pas du tout pour tous aujourd'hui. Ça, c'est le gros problème. C'est pour ça aussi qu'on a les marchands de doute dans tous les sens. Il y a des gens qui se sentent simplement pas à même de faire tout ça. Ils n'ont pas d'option. Merci. Bettina Laville, présidente d'honneur du comité 21, qui en était la présidente exécutive il y a encore quelques temps. Le comité 21, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme Climate Change, c'est-à-dire on met ensemble les entreprises, les ONG, les collectivités, l'ensemble des acteurs de la société française pour justement créer de la dynamique. Et il faut le souligner, le comité 21 s'est intéressé très tôt, plus tôt que d'autres, à la question de l'adaptation. Et donc, est-ce que le débat que nous avons cet après-midi vous a traversé aussi, y compris en termes pédagogiques, sur les propositions que vous pouviez mettre sur la table ? Alors, moi, je voudrais d'abord dire que l'étonnement du 4 degrés, cette espèce de coup de gong que nous a donné Béchu, m'a toujours beaucoup étonnée. Parce que, et ce qui m'étonne encore plus, c'est qu'on le lie à une sorte d'échec, entre guillemets, de l'accord de Paris. Alors, à part présider le comité 21, j'ai été un peu juriste dans ma vie, et l'article 2 de l'accord de Paris dit très clairement « Aujourd'hui, le GIEC considère que nous allons entre 3 et 3 degrés de réchauffement pendant le siècle. » Point. Après, l'accord de Paris dit, mais vous allez voir, on va faire plein de trucs et on va arriver à 2 degrés et peut-être à 1,5. Mais du coup, on a complètement oublié ce constat qui, dès 2015, dès il y a 10 ans, s'arrêtait à 3,2. Et alors, à titre personnel, je l'ai écrit dans un article de revue juridique, je n'ai jamais cru personnellement, étant pourtant, pour reprendre l'expression optimiste, d'une nature optimiste, je n'ai jamais cru qu'en 10 ans, par la vertu d'un accord assez bien fait, on arriverait à contrer ce contre quoi on n'avait rien pu faire pendant 20 ans. Voilà. Avec effectivement des progrès énormes, des trajectoires, des rendez-vous, de plus en plus de solutions technologiques, etc. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas étonnant. Je veux dire, c'est assez grave, c'est très grave, même ce n'est pas étonnant. Deuxième observation. Je crois que non seulement il faut le dire, mais il faut le clamer. Et il faut que des communautés comme nous, qui sont des gens engagés, il ne faut pas avoir peur dans cette espèce de monde où l'ignorance est tellement prônée et chérie. Il ne faut pas avoir peur de dire qu'il y a des communautés de sachants qui sont les scientifiques, qui ne disent pas n'importe quoi, qui sont répartis dans le monde entier et qui, en plus, c'est pas comme l'Évangile et on ne sait pas trop quand va venir la résurrection. En plus, ça se voit aujourd'hui.
C'est-à-dire que non seulement ils ont raison, mais on le voit qu'ils ont raison. Alors, c'est une grande chance. D'habitude, on se dit ils vont avoir raison dans 3 siècles. Mais là, c'est évident. Ce sont des constats. Et donc, il faut se battre pour dire oui, il y a un risque de 4 degrés en France. Il y a un risque, il y a certains d'ailleurs disent que les risques vont au-delà, parce qu'en ce moment, je parle sous le contrôle des scientifiques, il y a quand même des boucles de rétroaction quand même particulièrement inquiétantes, il y a la grande interrogation des océans, etc. Et donc, il faut s'y préparer. 3e observation, moi je suis aussi toujours effarée que l'adaptation, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus noble dans la nature humaine. Si la nature humaine, si l'homme n'avait pas été l'espèce qui avait le plus de facultés, de par la configuration de son cerveau, de par son intelligence, etc., à s'adapter, on ne serait pas là et on n'en serait pas là. Et tout d'un coup, l'adaptation est assimilée à une faiblesse, au constat d'un échec, alors que c'est la force de l'esprit humain. Alors, force d'esprit humain qui peut être dévoyée par des techniques un peu monstrueuses et mal employées, etc., etc., on le sait. Mais enfin, c'est quand même ce qui a permis à l'humanité de traverser des âges quand même un peu pires que ce qu'on va peut-être voir, d'une part, et d'autres, même si c'est très, très, très ancien, certes, plus rapidement, beaucoup plus rapidement, dans des laps de temps extrêmement rapides, ce qu'on croit, l'espèce humaine, sauf évidemment dans des crashs absolument épouvantables, etc., n'a pas vécu. Et donc, moi, ce que je crois, c'est qu'une des raisons, non pas de l'optimisme, mais de l'espoir, c'est qu'il faut développer, en sciences humaines en particulier, ce qui est la grande faculté humaine, c'est celle de s'adapter. C'est ce qui nous reste pour l'instant. Parce que plus on s'adapte, et plus, enfin tout le monde sait que l'adaptation transformationnelle, comme on dit dans le jargon, eh bien, c'est quelque chose qui va permettre aussi de baisser les émissions. Donc l'un et l'autre et l'un, hein, d'une part. Et d'autre part, on sait que l'inventivité humaine, en ce moment, au niveau local et régional, est extrêmement importante, que vous avez toutes sortes de communautés, qu'elles soient institutionnelles, départements, régions, communes, etc. Et par ailleurs, des groupes de personnes non organisées qui se rendent compte de cela et qui s'adaptent en particulier au niveau de l'agriculture, etc. 4e et dernière observation, je crois que cette... comment dirais-je, que la pensée, exactement comme j'essaye de dire que l'adaptation est vraiment, je dirais presque le propre de l'homme, penser que la lucidité va ne produire que de la sidération et donc de la paralysie. Là aussi, c'est quand même assez mal connaître la nature humaine, c'est quand même mal connaître toute la littérature humaine, c'est quand même mal connaître toute la littérature scientifique de l'humanité, etc., etc. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut replonger pour faire face à ce défi absolument hallucinant dans quelque chose qui s'appelle bêtement la culture et qui est, mais alors aujourd'hui, complètement évacué du débat scientifique sur tout ce qui est adaptation et donc transition. C'est une transition culturelle à partir d'un constat scientifique et de faits scientifiques qu'on ne va pas arriver à endiguer complètement, d'autant que en ce moment, la crise du multilatéralisme, même si d'ailleurs les enceintes climatiques s'en tirent finalement mieux que d'autres, il faut bien le dire pour l'instant. Bon, il est évident que, vous l'avez dit, manque d'argent, d'une part, hein, opposition nord-sud, conception des pays du Sud que l'adaptation, c'est uniquement pour eux, alors, et on les comprend parce qu'ils vont plus souffrir, mais enfin, ça peut être pour tout le monde, et surtout, d'aide budgétaire extrêmement importante dans le monde, et particulièrement des États développés. Et pour finir, ce que je voudrais dire, c'est que ce que Christophe Cassou a dit me paraît absolument fondamental. Il faut faire des choix. On ne pourra absolument pas tout faire. Par exemple, quand on dit oui, mais la transition, il faut ça. Oui, mais la guerre, il faut ça. Oui, mais la préparation de la guerre, il faut ça. Oui, mais la retraite, il faut ça. Oui, mais alors, je veux dire,
Bon, pour ceux qui me connaissent un peu, je ne crois pas être réactionnaire. En tout cas, je ne pense pas que mon parcours l'ait illustré. Mais je pense que là, on est à des choix un peu churchilliens, si vous voulez, je veux dire, pour employer des mots historiques, et que tout est dans la volonté politique et la force des politiques, parce que ça, il faut que ça soit traduit comme ça. Mais voilà, qui se fera élire en 2027 en disant on ne peut pas tout faire? Voilà. Alors, on ne va pas engager le débat de la présidentielle là, mais en tout cas, le message est passé aux principaux candidats. Maybe to finish this round table, I give the floor to Corina Andrea Murafa Benga. The same question. In the European Committee, you have the same debate about the narrative, about the priority for adaptation. Maybe as the committee is more diverse than this roundtable, somebody thinks that it's not so important to have an action to adapt Europe. What is the debate today in the committee? Yeah. Thank you very much. And I will say something that maybe you will not like, but unfortunately, in the European Economic and Social Committee, this European institution which comprises trade unions, business associations, and civil society organizations, and we are advising the Parliament, the Council, the Commission on policy, on improving policy. The topic of climate adaptation is actually not very popular. I would say not popular at all. And that has to do, I think, with this bit of a disconnect which I see between scientists and civil society at large. I remember what Virginie said at some point, if the translation was correct, and I'm sure it was. She said, it's not our job as scientists to communicate. And that may be very right. Our job is to... I know you then gave some good examples of how you do communicate, but the truth of the matter is that science has been at the basis of climate policy since 1988 establishment of IPCC. But I think that there is a disconnect between scientific organizations and civil society organizations, and that is a very problematic question, because scientific communications are often very complex and very hard to understand for a trade unionist, for a business representative, for a civil society activist that perhaps is concerned with women's rights, with gender rights, with social issues, and that sits in the committee, right? And I was sharing this earlier informally with Jean-François, and I think there should probably be first a more intense outreach from scientists to civil society in general, then maybe some type of brokerage by translating the scientific discourse towards different kinds of audiences and engaging with them in creating understandable narratives for different constituencies. And sometimes scientists might not like it because with an activist or with a trade unionist or with a business representative, you can't use this language of 95% probability that X and Y and Z. We will by definition somehow simplify to make the message accessible to our audiences and to tailor it, but we have to do it because otherwise I think either the topic will not be dealt with at all by society because they will not understand it, they will not give the proper importance to it, or it will be dealt with by, you saw the poster in the train station, you showed it, these big words that everyone can relate to, anxiety, don't be anxious anymore. So I do think that this is what matters, that we kind of figure out not necessarily the content in terms of like what narrative should we put on the table, but more like what process should we design for that narrative to be built more effectively. And that is something which I think we're currently missing. Perhaps there are member states in the European Union, and I also heard from Virginie the good example of the outreach that you did and so on, where this is better done. But trust me, I come from Eastern Europe. In my country, the disconnection is even higher. And I would bet that it's the same in Slovakia, Hungary, Bulgaria. But not only, I would say that also in rather advanced countries, there is this disconnect. And this, I think, where we all have a mission to figure out how to create the process that takes this scientific knowledge and translates it to the civil societies, to the civil
civil society organizations. And going back to one of the points that I made in the plenary as well earlier, this perspective of vulnerable groups and civil society organizations that work directly with vulnerable groups. They also need to be using to be first convinced themselves that they need to deal also with climate, with the consequences of climate change, with climate adaptation, with climate mitigation as well, and to somehow work with their constituencies, the vulnerable groups, whether it's at a city level or whether it's at international level, and figure out what are the tailor-made solutions, what are the tailor-made approaches, because if we are failing to make adaptation equitable, if we're failing to involve in the planning process equitable vulnerable groups, then it's going to be pretty much the same with adaptation as we are seeing it nowadays with the Green Deal. It's too difficult, too complex. We care about other things. We care about cost of living crisis. And frankly speaking, this is what we are, for instance, very preoccupied by right now in the committee, cost of living crisis. That's what everyone has told us, all the stakeholder groups. How is Europe dealing with cost of living crisis? And I am one of the members that has tried to bring the perspective of climate inside that as well. I'm writing an opinion on the phasing out of fossil fuel subsidies and what that would mean for the cost of living crisis. But that's what civil society is preoccupied with. So the climate community must also go towards other civil society organizations that deal with these topics which are currently so hot on the agenda, on the political and social agenda, like cost of living, for instance. Thank you. Alors, Christophe a pris le micro, donc je pense qu'il voulait réagir. Ah, non, j'ai gardé le micro, mais je veux bien réagir. Je rejoins ce que dit Corinna sur les scientifiques et la communication, dans le sens où, oui, il faut peut-être mieux communiquer, il faut peut-être simplifier, mais ça, c'est un travail, c'est un métier. Et donc, au-delà de l'injonction ou de cette proposition, il faut mettre les moyens derrière pour créer ce métier-là. Et aujourd'hui, dans les instituts de recherche, qui doivent faire le relais donc, entre la société et puis le monde de la recherche, ce métier-là, on le réclame depuis longtemps, mais il n'existe pas ou il existe peu. Donc il y a beaucoup de charges en fait qui est portée par les scientifiques au niveau de la communication, alors que ils doivent faire beaucoup d'autres choses aussi, plein d'autres choses qui sont importantes. Et juste une deuxième remarque sur ce que François tu disais aussi. Je pense qu'il faut rajouter quand même une troisième dimension dans notre erreur, parce que c'est quand même assez facile aussi de taper sur les scientifiques, sur les ONG. Hein. Il faut quand même. Mais on le fait entre nous. Hein. Si ça vient de l'extérieur, on fait corps. Ouais, hein, mais il faut quand même se rendre compte aussi qu'il y a des forces contraires. Ah bon? Et qu'il y a des obstructions. Donc, il y a une littérature qui est passionnante, qui est émergente sur l'obstruction climatique, donc c'est le mot qui est utilisé en anglais, et qui montre en fait que tout ce que tu disais aussi, François, sur le fait de porter dans le débat public les co-bénéfices, tout ça, ça a été sapé. Et il y a des mécanismes de désinformation qui s'est mis autour de cette communication-là, parce qu'en fait, ça arrangeait les personnes qui ne voulaient rien changer, les lobbies des énergies fossiles, le lobby agrochimique. Et on l'a très bien vu, je trouve, lors de l'épisode des retenues de substitution, donc des bassines, dans quel cas on se situe. Je vais employer le mot bassine. C'est l'atelier d'à côté. Ah bon, mais en tout cas, sur ces bassines, c'était intéressant parce qu'en fait, ça correspondait à de l'adaptation au changement climatique. Et le message a été complètement retourné, puisque derrière cette adaptation au changement climatique, il y avait une diminution des vulnérabilités, il y avait une transition juste, sur en plus des arguments physiques qui ne tenaient pas. Il ne va pas plus pleuvoir en hiver qu'en été, à part si on se situe à plus 4 degrés, mais à plus 4 degrés, les bassines, ça sera le cadet de nos soucis. Hein. Donc si on se place à un horizon de l'adaptation qui est 20 ans, 30 ans, l'incertitude est trop grande. Et il faut communiquer sur cette incertitude-là. Donc je pense que c'est intéressant aussi de replacer le contexte général de notre communication et de notre action. Et on est face à des forces contraires. Et je pense qu'il y aura des forces contraires qui vont s'exprimer pour l'adaptation au changement climatique, comme il y en a eu pour l'atténuation.
Alors, je crois que Virginie voulait, avant François, dire aussi un mot. Je la voyais réagir. Oui, Corinna a évoqué le fait qu'on avait besoin de mieux traduire effectivement tous nos éléments scientifiques vers le public. Et alors, je suis complètement d'accord. J'espère que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Enfin, pour moi, quand j'ai dit que effectivement, c'était un peu un nouveau métier pour nous d'aller au-delà des éléments scientifiques qu'on produit d'habitude pour faire de l'aide à la décision et commencer à fournir des clés pour l'action. Mais je crois qu'il y a un autre métier ou un mode d'action qui n'est pas de nouveau, mais qu'on a du mal à mobiliser et dont on a vraiment besoin sur l'adaptation, et ça rejoint ce que disait Christophe, c'est sur la capacité à organiser des formes de co-construction sur les territoires. C'est-à-dire que ça, finalement, c'est pas nouveau avec l'adaptation. On s'est posé d'ailleurs ces questions-là aussi pour l'atténuation, mais on se les posait pour plein d'autres politiques publiques. Comment est-ce qu'on construit sur un territoire un récit collectif qui, du coup, embarque toutes les dimensions de ce qui fait qu'on fait société à l'échelle du territoire, et y compris les questions d'adaptation, et finalement en réinterrogeant ce collectif au regard de l'adaptation. Alors heureusement, il y a des belles réussites en la matière et des beaux exemples, mais on voit que c'est quand même depuis très longtemps quelque chose qui est difficile à faire, et probablement dans le contexte de l'adaptation, je pense qu'on en a plus que jamais besoin. Voilà, dans un monde où, sans faire de généralisation excessive de personnes de plus de 50 ans, il y a quand même une forme de développement de l'individualité qui ne facilite pas forcément la mise en œuvre de ce genre de démarche collective. Alors, pendant que François réagit, on vous donne le micro. Deux points avec lesquels je ne suis pas d'accord. D'abord, sur ce que tu dis, Christophe, il y a évidemment des forces contraires très importantes. Et pour moi, c'est précisément le fait que ces forces contraires existent qui rend d'autant plus nécessaire que nous nous organisions sur le message à faire passer et que nous ayons une sérieuse introspection sur ce qui a fonctionné, sur ce qui n'a pas fonctionné, et comment est-ce qu'on va faire pour maximiser l'efficacité de ce message, parce que pour le moment, tout le monde part un peu en rang très, très dispersé, et j'ai l'impression qu'en face, on a des forces contraires qui sont très organisées, avec un message très clair, et que nous sommes encore très, très, très mal organisés, y compris sur la question du message, y compris, n'ayons pas peur de le lire, sur des questions de propagande, parfois. Ah bah heureusement qu'on est là. Hein. Et donc là, non, mais cette question de l'introspection et de réfléchir ensemble sur les messages qu'on envoie me paraît absolument fondamentale et nécessaire. Deuxième point, je ne suis pas convaincu que nous devions davantage, et je dis nous, chercheurs, scientifiques, que nous devions davantage communiquer. J'aurais même tendance à penser que nous sommes trop présents et qu'on nous voit trop. Il y a en France 1 adulte sur 3 qui fume régulièrement. C'est une proportion beaucoup plus haute que dans d'autres pays européens. Au Royaume-Uni, c'est moins de 10%, par exemple. Pourtant, les gens, y compris les gens qui fument, sont parfaitement au courant que le tabagisme provoque le cancer du poumon. Je pense que ce n'est pas du tout un défaut d'explication de la science. On sait parfaitement comment ça marche. Et tous les gens sont parfaitement au courant, les fumeurs et les non-fumeurs. Simplement, il y a un tiers de la population qui continue à fumer parce qu'elle va considérer que les bénéfices immédiats qu'elle retire de son tabagisme sont plus importants que les risques qu'elle encourt, y compris des risques pour sa propre vie. Et donc, je ne pense pas qu'on puisse dire aux gens qui vont adopter d'autres solutions parce que les risques sont globalement plus diffus, plus éloignés que leurs risques à leurs propres poumons. Ce qui va faire que les gens vont arrêter de fumer, c'est s'ils vont avoir des alternatives au tabac, si potentiellement ils vont trouver un autre mode de vie qui va être plus intéressant. Ce n'est pas le fait qu'on va mieux leur communiquer la science sur le cancer des poumons. Et donc, je crois qu'en matière de climat, je pense que les gens sont globalement assez bien informés. Il y a encore de la pédagogie à faire sur tel ou tel point, mais globalement, je pense qu'il faudrait vivre dans une caverne pour ne pas se rendre compte des risques associés au changement climatique. Je pense que ce qui manque aujourd'hui, ce sont des alternatives et des solutions. C'est que les gens voient d'autres trucs qui marchent et qui peuvent les convaincre que potentiellement, il y a une autre voie, soit dans leur choix de comportement personnel, soit en termes d'alternatives politiques. Merci. Alors, le micro est dans la salle. Il y a un barbu breton au premier rang. Tout à fait. Merci, Monsieur Dantec.
Daniel Salmon, sénateur d'Ille-et-Vilaine. Tout d'abord, je regarde le titre. C'était l'Europe à plus 4 degrés. Les scientifiques sont-ils capables de nous l'expliquer? Je suis pas Merci pour vos exposés qui étaient super intéressants. Je pense qu'on n'est pas allé tout à fait sur ce sujet-là, parce que parler d'adaptation, oui, mais s'adapter à quoi? C'est-à-dire à plus 4 degrés, est-ce que les scientifiques sont capables de nous dire exactement ce que ça va donner, plus 4 degrés? Il y a un rapport de Météo France dans le monde. Oui, mais c'est plus 4 degrés. Là, on est encore sur la donnée vraiment température. Mais on sait bien que c'est un dérèglement climatique qui va nous arriver. Et quand on voit en Bretagne que là, ça fait 15 mois qu'on n'a pas vu le soleil pratiquement, donc on va avoir des épisodes parce que tu parles de dérèglement climatique parce qu'on n'a pas vu le soleil en Bretagne. Non, mais c'est pire que d'habitude. Évite de me couper toutes les 2 minutes, s'il te plaît. Et donc, voilà, ce dérèglement climatique qui va nous amener parfois des plus 50 degrés, des fois des années archi-pluvieuses. Comment on peut s'y adapter? Est-ce qu'on peut s'y adapter? Parce qu'on a bien vu avec Christophe Béchu qui nous a bien dit que, effectivement, on allait quand même vers des périodes assez chaotiques, si je l'entends bien. Donc voilà, je veux bien, moi, qu'on rassure, et il faut sans doute rassurer, et on peut se battre la coulpe sur ce qu'on n'a pas fait. Mais voilà, il faut regarder, est-ce que l'adaptation est vraiment un enjeu qu'on peut atteindre? Et puis peut-être que dans l'adaptation, il va falloir faire des choix, effectivement. Mais il y a un mot qu'on n'emploie pas beaucoup, et bon, c'est la décroissance de la consommation. C'est des choses qu'on s'interdit aujourd'hui, et peut-être que c'est pour moi une des seules pistes pour demain arriver à la fois à atténuer et puis à s'adapter. Juste si je peux, un élément de réponse très factuel à la question sur est-ce qu'on peut l'expliquer à l'échelle de l'Europe? On l'a fait il y a 10 ans. Il y a un projet européen fascinant qui s'appelle HELIX, qui vise précisément à modéliser les scénarios extrêmes à plus 3, plus 4, plus 5, plus 6 à l'échelle de l'Europe, où globalement les impacts sur tous les secteurs sont décrits avec les risques d'atteindre des seuils de rupture, etc. C'était coordonné par le Met Office britannique, par notre collègue Richard Betts. C'est toujours en ligne, helixclimate.eu. Et c'est effectivement la réponse à cette question. Est-ce qu'on est capable d'expliquer ce qu'est l'Europe à plus 4, à plus 5, à plus 6? Oui, bonjour, Guylaine Yerceau, notamment les petits débrouillards, trésorières. Je pense à ça, M. Soussana était là. En 2013, on avait fait un colloque, Bettina, je crois que le comité 21, enfin on était plusieurs, avec la CFDT, justement sur les scénarios, déjà à l'époque, plus 4 degrés, grâce à Jacques Weber, qui malheureusement n'est plus là. Et il y a une autre table ronde sur la question de la biodiversité. Je rejoins un peu monsieur le député, car ce qui est important aussi, c'est de faire comprendre. Le fait qu'on dise il va faire plus chaud, plus froid, enfin, c'est effectivement dans l'adaptation, c'est l'éducation. C'est comment, toutes choses égales par ailleurs, et donc les choses ne sont pas toutes égales par ailleurs, bien évidemment, elles sont à plus 4, comment dans la vie quotidienne, de la naissance à la fin de vie, tout cela va jouer. Puisqu'on le sait très bien qu'il y a des volets qui seront, pour certains, pris positivement, pour d'autres, d'une façon pessimiste. Et le fait qu'on se dise, et ce matin, ça a été beaucoup utilisé, souvent le terme réchauffement, même si c'est le cas, et qu'on utilise peut-être un peu moins le terme dérèglement que pendant une période on utilisait beaucoup plus, fait qu'il y a moins de compréhension. Donc juste pour terminer, alors les petits débrouillards ont fait beaucoup de choses sur l'éducation aux sciences de 7 à 77 ans et 90 même plus, pour qu'on comprenne ça. Au pied des immeubles, dans la quotidienneté, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et je rejoins, je voudrais dire quand même à M. Gémen qu'on a besoin des scientifiques, on a besoin de vous entendre. Mais on a besoin d'entendre tout le monde sur le sujet, les entreprises, les associations et les scientifiques. Je pense que tout le monde doit prendre sa part pour que chacun, chacune comprenne cette situation. Mais en même temps, attention à le côté anxiogène, mais faire comprendre alors, j'ai bien aimé les propos de Bettina, justement, que l'adaptation, on s'est toujours adapté. Mais à quel prix? Et pour terminer, inégalité sociale, inégalité écologique.
Et on n'a pas assez parlé du creusement des inégalités par rapport à cela, notamment les inégalités territoriales, bien évidemment, du nord, du sud, mais à l'intérieur de chaque pays, l'accroissement des inégalités par rapport, on le voit tous les jours, avec toutes les conséquences. Nous parlons, il y a ce matin, monsieur le ministre et le député ont parlé, ou sénateur, pardon, excusez-moi, ont parlé de ce qui s'est passé à Mayotte, mais on peut le dire, il y a eu Valence, il y a tout ça. Donc, l'accroissement des inégalités, la compréhension, l'éducation. Merci beaucoup. Merci. Alors, devant, parce que je vais devoir gérer quand même le temps et après, ça sera derrière. Voilà. Oui, allez-y. merci. Michel Leguet, je suis de l'association Culture Climat. Et on se pose la question, pour sensibiliser, former, donner envie de participer aux citoyennes et aux citoyens, que pensez-vous de la nécessité d'ouverture d'académies du climat dans toutes les grandes métropoles, à l'image de celle de Paris? Merci. Question précise. Au fond. Oui, Ludovic Vout de la Confédération européenne des syndicats. Moi, je suis assez d'accord qu'il faut essayer d'avoir un discours qui rassure, mais je pense qu'il y a besoin d'amener les dimensions de justice sociale dans les discussions, et ça, on l'a peu entendu. Évidemment, ce n'est pas forcément aux scientifiques d'amener la dimension de justice sociale dans les discussions, c'est aussi aux acteurs. Mais quand on est dans une époque où la sobriété, si on parle de sobriété, une grande partie de la population est déjà dans la sobriété. Si on parle de réduction du tourisme, une grande partie de la population n'est déjà pas en situation avec beaucoup d'enfants qui n'ont jamais vu la mer. Quand on est dans une situation de précarité énergétique, donc ces dimensions de justice sociale, il faut pouvoir poser. J'aime bien quand on dit il faut faire des choix, il faudra faire des choix, mais il faut aussi poser les choix en termes de justice sociale. Et donc quand il y a des vagues de canicules dans le sud de la France et que à 50 km de la mer, certains villages n'ont pas accès à l'eau et que par contre les jets privés continuent, ou alors que les piscines peuvent continuer à être entretenues en eau, on a une vraie question de dimension de justice sociale. Et ça c'est ce qu'on doit amener au centre du débat. Donc sobriété, c'est difficile d'amener cette discussion positive auprès des travailleurs et des citoyens. Et je pense que c'est les dimensions qu'on va devoir toucher. C'est que rassurer, il faut pouvoir montrer qu'on va aussi avoir un avenir, qu'il y a un avenir meilleur avec le fait de rassurer. Et pour ça, je pense que la question de santé publique, elle est valable tant dans l'adaptation que l'atténuation. On a peu discuté dans la question de l'atténuation de l'amélioration s'il y avait moins de pollution et du nombre de morts qu'il y aurait en moins. Dans l'adaptation, je pense que c'est la même chose. Je pense qu'il faut pouvoir parler de comment on va pouvoir améliorer les conditions de travail des travailleurs sous les vagues de chaleur, améliorer le bâti pour que justement on puisse vivre l'été dans des tours et que ce ne soit pas des fours. Donc je pense que c'est des dimensions éminemment, qui sont celles que les politiques doivent prendre en compte, mais donc on ne peut pas discuter de choix sans mettre ces questions des inégalités au centre de la discussion. Merci. Merci, c'est très clair. Alors, est-ce qu'il y a encore... Oui. Et ça, donc, j'ai 2 mains, et ce seront les dernières. Jean-François se prépare à une synthèse, mais avant, Bettina a le micro, et elle n'a pas réagi à l'inverse de ses camarades, donc elle réagira avant la synthèse. Je peux? Oui, vas-y Emmanuel. Merci beaucoup Emmanuel Sec, directeur de Enda Énergie, basé au Sénégal. Donc je vous remercie déjà pour ce panel avec des informations très instructives. Je voudrais inviter les scientifiques, surtout parce que nous avons eu à échanger avec quelques-uns au Sénégal, notamment qui nous représentaient dans le panel des experts intergouvernementaux, de ramener vraiment les informations scientifiques à une compréhension commune. Parce que le plus souvent, ils ont l'art de compliquer ce qui devrait être simple. Et nous voulons que cette question des changements climatiques devienne une question citoyenne. On ne peut pas changer de paradigme si on n'a pas tous les citoyens impliqués dans le même processus. La seule question que je voulais poser, est-ce qu'il y a une limite à l'adaptation? Merci.
Tu veux pas qu'on la garde pour le prochain Climate Change, parce qu'on peut vous faire un atelier complet là-dessus. Alors, la dernière intervention, le micro revient, c'est juste au milieu. Merci Gérard Collin. Donc, ça tombe bien, je suis animateur d'un collectif citoyen. Donc voilà, les citoyens, ils sont là. Et je voudrais d'abord apporter un témoignage sur la question d'adaptation ou de la mauvaise adaptation, en prenant un exemple qui nous touche de très près dans le cas du collectif. Moi, je suis de Saint-Malo, et à Saint-Malo, on va investir 150 millions d'euros sur un port. Après tout, pourquoi pas, ça peut être une excellente décision en soi, sans s'être posé au préalable la question: que sera ce port de Saint-Malo en 2100 ? La question n'a jamais été posée, discutée, etc. 150 millions, c'est pas rien. Mais pire encore, ce que l'on va faire avec ces 150 millions va peut-être rendre encore plus compliqué l'adaptation du port de Saint-Malo à la montée des eaux, qui est par ailleurs, pour nous, sous-estimée. Ça, c'est le thème principal de l'action du collectif que j'anime. Donc ça, c'est un bout de l'échelle. À l'autre bout de l'échelle, plus fondamental, scientifique, moi j'entends, je lis de façon régulière toutes les communications scientifiques, et j'ai une interrogation sur les scénarios du GIEC. Les scénarios du GIEC font très clairement l'hypothèse d'émissions de gaz à effet de serre plus ou moins importantes, avec des courbes qui montent, etc. Par contre, ce qu'on ne discute jamais, il me semble, c'est que les mêmes scénarios, si j'ai bien compris, peut-être je me trompe, auquel cas je ferai un amende honorable, mais les mêmes scénarios supposent ce qu'on appelle des émissions négatives, B, E, C, C, S, je crois, dans le langage du GIEC. Or, à ma connaissance, les émissions négatives qui sont dans des captures de CO2, pour le moment, ma compréhension, c'est qu'on n'a pas le début d'un commencement d'hypothèse de soupçon qu'on y arrivera. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une double conjecture sur les courbes du GIEC? Une dont on parle souvent, les émissions de gaz à effet de serre, mais une autre dont on ne parle quasiment jamais, sauf une étude universitaire qui est sortie très récemment, qui est l'hypothèse de capture de gaz à effet de serre, qui ne sont absolument pas ni prouvées, ni vraiment crédibles au stade actuel. Merci. Merci. Alors, il y a plein de questions. À mon avis, il y a des questions qui sont assez loin du débat de cet après-midi, mais qui sont des questions totalement importantes du débat général, mais peut-être pas de la table ronde. Parce que je regarde l'heure, il me reste 5 minutes pour rendre l'antenne, sinon je me fais taper sur les doigts. Donc, qui voudrait répondre rapidement, avant que je donne la parole à Jean-François, à certaines des questions qui sont là, sachant que la dernière sur les émissions négatives, c'est un débat en soi qu'il faut tenir, mais qui n'était pas la table ronde. Bettina. Je me garderai de répondre aux excellentes questions qui viennent d'être posées sur les émissions négatives, même si je trouve que vous présentez très bien le sujet, mais c'est aux scientifiques. C'est pas entouré de 3 membres du GIEC que je vais répondre, n'est-ce pas? Moi, je voudrais revenir sur les solutions. Je pense que Christophe Cassou et moi, on a du mal à se faire comprendre sur les choix. Pardon. Je pense que, effectivement, d'une part, oui, il y a des limites à l'adaptation, monsieur, pour répondre à votre question. Ça, je parle sous le contrôle des scientifiques, mais je suis à peu près sûre de ce que je dis. Et deuxièmement, on ne peut absolument pas, dans le monde actuel, etc., tout faire. Donc, il y a des choix à faire, mais on n'a pas voulu dire, ni l'un ni l'autre, je pense, qu'il y a des choix de hasard à faire. Le problème de cette communauté en ce moment globale que l'on a, même si elle est très divisée, c'est qu'on n'arrive pas à s'accorder sur l'essentiel. On sort en ce moment un rapport au comité 21 sur les nouveaux modèles qui sortira en juin en livre, et on fait le listing de ce à quoi on ne peut pas renoncer et ce à quoi il faudra renoncer. On a essayé de faire cet exercice, et ce à quoi on ne peut pas renoncer, c'est évident, vous avez tout à fait raison, c'est l'égalité, en tout cas tendre vers l'égalité et combattre les inégalités sociales qui, effectivement, sont le meilleur
la meilleure voie pour ne pas arriver à la transition, ne pas arriver à l'adaptation, parce que ça crée des clivages, des révoltes, des haines dans les populations, et donc une incompréhension et une paralysie. Mais ce socle profond, qui finalement était, il y a 2 siècles et demi, le socle des Lumières, le socle de la démocratie, tout ce que vous voulez. Alors, chaotique, hein, bien sûr. Mais enfin, il y avait quand même une sorte de consensus qui s'était forgé. Aujourd'hui, nous ne l'avons plus. Et c'est ça, vraiment, le sujet. Et c'est pour ça que je dis que c'est un sujet vraiment politique et de sciences humaines. On sait parfaitement qu'on devra renoncer à un certain nombre de choses, mais il faut définir le « on ». Le « on », c'est pas tout le monde, effectivement, mais c'est certain. Et il faut aussi définir le « certaines choses ». Au hasard, on en parlait avec Virginie, au hasard, par exemple, je suis désolée, mais les jeux d'hiver, par exemple, ça me paraît être le contre-signal absolu qu'on donne à tout ce qui est aujourd'hui politique climatique. Et je sais qu'il y a beaucoup de scientifiques qui sont élevés contre ça, mais alors là, je trouve que vos voix devraient, pardon messieurs les scientifiques, devraient être beaucoup plus puissantes et dire que c'est une aberration, je veux dire. Et surtout que c'est vraiment quelque chose. Ensuite, nous, pauvres politiques, je l'ai été à un moment donné dans ma vie, pauvres ONG, pauvres militants, mais qu'est-ce que vous voulez ? Nous n'avons plus d'action possible devant des aberrations pareilles. Et donc, je crois qu'il y a tout un débat en ce moment chez les scientifiques, scientifiques engagés, scientifiques pas engagés, etc. Autant la communauté scientifique, je trouve, par exemple, en ce moment, se mobilise assez, avec des exceptions hein, dans les universités, mais se mobilise en solidarité avec les scientifiques américains, c'est excellent, mais en même temps, il faudrait se solidariser avec tous ceux qui, finalement, battent en brèche la science, et comme vous le dites, Christophe, tout ça n'est pas hasard, tout ça est extraordinairement organisé. C'est la fameuse désorganisation du bien en face de l'organisation du mal. Mais rien que quand vous dites ça, les gens disent, bah voyez, vous êtes le bien et le mal, etc., etc., ça continue. Et là, je pense qu'il y a quelque chose de très important, c'est je dirais, se blinder contre la perversité. Se blinder contre la perversité, oui. Just few words, because... if I may just very quickly have a quick reaction. I'm very glad that the topic of education was brought up. I felt we didn't touch on that enough, because I think it's intrinsically linked with the science conversation in climate. But something that I wanted to also say, and my colleague from the trade unions raised somehow the ball, this idea of science having to give answers to us as society, not only to the consequences of climate change, which we see in many reports extraordinarily done, but what are scientific answers to the necessary measures and solutions that can be taken with regards to climate change? And those are not matters of natural science, but this is where social science comes in. This is where economists come in. This is where behavioral science comes in. This is where social scientists come in. And I think, the hard natural science, which is at the basis of the climate conversation, the climatologists, this is where we all need to work more in interdisciplinary teams, because science cannot be any longer just about the natural dimension, but also these social and economic dimensions, which are also scientific in their modes of inquiry and so on. So that's what needs to happen, I think, for us to be able to come together to solutions around the 4 degrees question. Thank you. Jean-François, pour tracer la synthèse de cet atelier très intéressant. Oui, merci Ronan. Alors, le cadrage, tout d'abord, c'était réellement s'interroger sur les discours à tenir, hein, c'est celui que tu nous as donné. Et puis, on a écouté Christophe Béchu qui nous a dit que sa déclaration sur le 4 degrés, c'était sortir du déni, et cela avait créé toute une volée de bois vert, beaucoup d'étonnement. Mais néanmoins, Bettina nous a rappelé que l'article 2 de l'accord de Paris indiquait bien le 3 degrés mondial sur lequel est fondé le 4 degrés français. Donc finalement, l'effet d'étonnement, il vient peut-être 10 ans après l'accord, d'un peu d'oubli de ce qu'on avait déjà à l'époque.
La question, c'est de comprendre, du coup, c'est quoi ce 4 degrés. Et puis, est-ce qu'on est vraiment sur une tendance inéluctable où l'accord de Paris ne tiendrait pas ? Alors, c'est vrai que c'est symbolique. 2024, pour la première fois, on a franchi la ligne rouge du plus 1,5 degré. Mais je rappelle que pour les climatologues, une année donnée, ça n'est pas le niveau de réchauffement moyen du climat. Hein. Donc, il ne faut pas confondre tout à fait. Et puis, dans le caractère inéluctable, il faut se dire qu'on a un mécanisme de renforcement de l'accord de Paris qui, certes, risque de ne pas fonctionner très bien, mais enfin, qui est présent. Il faudra juger dans la durée si ça fonctionne ou pas. Toujours est-il qu'on s'est interrogé sur ce que c'est que ce 4 degrés. On a écouté Virginie qui nous a dit qu'on pouvait regarder aujourd'hui à fine échelle, qu'on avait les données en métropole, un très beau rapport de Météo France, qu'on aurait bientôt les données pour l'outre-mer, c'est très important bien sûr, et qu'il faut aller de la climatologie aux impacts. Et c'est là qu'il y a de la difficulté parce que les impacts, vous savez, c'est au croisement entre les aléas climatiques, l'exposition et puis les vulnérabilités qui tiennent à beaucoup de facteurs sociaux, économiques, d'éducation, tout ce que vous voudrez. Et ça, à mon avis, on n'y est pas encore. Enfin, je pense qu'on partage en gros ce constat autour de la table. Et quelque chose que j'ai discuté à quelques reprises avec les uns et les autres, c'est l'idée qu'on aurait besoin probablement d'un mécanisme de coordination en France, voire d'un rapport qui permettrait de dresser l'état de l'exposition des vulnérabilités et des aléas, tout ça ensemble, pour aller vers la compréhension des impacts et des options d'adaptation. Alors ça peut paraître très ambitieux, ce serait hyper ambitieux s'il n'y avait pas tous les travaux derrière qui sont en cours, mais on essaiera d'en rediscuter. C'est quelque chose qu'on soulève régulièrement dans le HCC, parce qu'on pense qu'on pourrait sans doute faire quelque chose d'utile. Enfin, c'est une parenthèse. Un message très fort de Virginie, c'est de dire, et je pense qu'on est tous d'accord, ce serait criminel de ne pas s'adapter. Et il y a beaucoup de bénéfices, de co-bénéfices pour l'adaptation. Chose qu'on a très bien montré dans toute une série de rapports du GIEC, c'est vraiment important. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas évacué ce que Ronan brillamment nous a introduit, les affiches à la gare, là, le stop à l'anxiété climatique. Et il y a quelques manières de se dire ça. Est-ce que c'est parce que les scientifiques, la communauté des experts, etc., on a trop insisté sur les risques, ou est-ce que c'est parce que c'est dû à l'inaction politique? Et c'est finalement ce que nous a dit Christophe. On a donc un devoir éthique de regarder à quoi nous mène cette inaction politique et de voir aussi les limites de l'adaptation. Tu nous as dit, on ne pourra pas s'adapter à plus 4 degrés sans casse. On doit se poser la question, que sauve-t-on et que sacrifie-t-on? Il n'a pas dit casse, il a dit... Si tu as dit casse, il a dit casse. Ah, j'ai noté, tu sais, je note comme une dactylo. Transformation radicale. Bon, enfin, peu importe. Donc, on voit qu'il y a des choix énormes à faire devant nous et que dans le débat actuel, certains l'ont dit, en tout cas, il n'y a pas vraiment d'honnêteté. Alors, je ne voudrais pas que ce soit polémique, je voudrais juste qu'on se redise qu'il n'y a pas de compréhension de ce qu'implique l'adaptation, les transformations dans un monde où on serait à 4 degrés. Ce seraient des choix très, très radicaux. Peu de gens les évoquent réellement. Et puis, François nous a dit qu'il est revenu sur la dimension de l'action personnelle et qu'il n'y a pas de corrélation, bien sûr, on le sait, c'est pas le cas de la santé, entre l'action personnelle et l'impact. Ce n'est pas notre comportement qui va changer le réchauffement. Et il nous a dit qu'il faut arriver à présenter l'adaptation comme une forme de projet personnel, ce qui fait qu'on peut le réussir. Et ça, c'est clé, quoi. Alors, Bettina nous dit l'espèce humaine a une force d'adaptation. Il n'y aura pas que de la sidération et de la paralysie. Peut-être qu'on va la dépasser, qu'on va créer des projets. Il faut aussi prendre en compte la dimension culturelle. Et tout ça nous amène donc à nous représenter comment on va faire ces projets. Et là, Corinna nous demande de nous engager beaucoup plus, les scientifiques, tous les experts, auprès des organisations de la société civile, notamment tout ce qui concerne les mouvements sociaux, ceux qui s'occupent des populations vulnérables. Et je crois que c'est une des clés. Donc il faudrait un discours honnête qui soit partagé avec la dimension sociale des vulnérables. Donc on a appris tout de même beaucoup de choses dans cette réflexion. Organiser des récits collectifs dans les territoires, c'est Virginie. Et puis, avoir une meilleure organisation du discours, c'est François, avec une compréhension, c'est revenu à plusieurs moments, de ce que font, disons, ceux qui ne sont pas d'accord, qui font de l'obstruction et qui sont très bien organisés. Donc, vous voyez, aller vers ces récits collectifs, avoir de l'éducation, prendre en compte les dimensions de justice sociale, créer ces récits positifs qui sont collectifs, qui sont aussi individuels, et montrer que finalement, il y a des possibilités devant nous. Et je crois que c'est à la fois pour l'adaptation et bien sûr pour l'atténuation.
Et comme l'a dit Emmanuel Sec, Denda, c'est ainsi que cela pourrait devenir une compréhension citoyenne. Merci. Bravo. Et j'en retiens que finalement, il y avait beaucoup plus de convergence à la table que les divergences qu'avait survendu l'organisation. Merci à vous. Vous avez d'autres ateliers dans 10 minutes. Il faut que je me sauve.